Voilà, alors là, dans cette deuxième vidéo, on a toujours notre groupe ON, des matrices orthogonales, donc qui vérifie ça, et on va résumer les propriétés principales qu'on a vues dans la première vidéo, c'est-à-dire que pour la norme triple, donc la norme subordonnée à la norme quadratique de l'espace euclidien sur lequel on est, quand on encadre une matrice de Mn2R là, pour l'instant, par deux matrices orthogonales comme ceci, eh bien on ne change pas cette norme triple. Voilà, donc ça c'est bon, important, mais bon, ça vient directement des définitions, c'est pas, pas un théorème fondamental. On a le théorème spectral, qui lui est très important, c'est-à-dire toute matrice symétrique réelle se diagonalise en base orthonormée. Donc évidemment, comme c'est en base orthonormée, ça veut dire que les matrices de passage sont orthonormées. C'est justement ON, c'est l'ensemble des matrices de passage d'une base orthonormée vers une autre base orthonormée. On a la compacité de ON. On a aussi les décompositions qui permettent justement de compléter les propriétés des matrices orthogonales par des propriétés d'autres matrices, afin de pouvoir recouvrir à peu près tout l'espace Mn de R. Alors comme premier exercice, je recommande celui-ci. Vous prenez la norme triple, là, comme ça, subordonnée à la norme quadratique, et vous regardez pour A appartenant à Mn de R, la norme de A, eh bien c'est égal à racine de ρ de A transposé A, où ρ c'est le rayon spectral, qui est défini comme le max des modules de lambda, quand lambda est dans spectre de A, donc lambda valeur propre, mais valeur propre prise dans C. Voilà, alors pourquoi cet exercice? D'abord parce qu'il illustre bien, bon, après il faut le présenter d'une certaine manière, mais il illustre bien à peu près toutes les propriétés, à part la décomposition QR, mais bon, on ne peut pas tout faire, toutes les propriétés qui sont ici. Alors, allons-y pour la preuve. Donc, vous pouvez le trouver dans le chapitre 5, je crois que c'est le corollaire 1 de 1 du chapitre 5 de Nouvelles histoires hédonistes. Alors, bon, voilà une preuve que je propose. D'abord, bon, on met comme prérequis la décomposition polaire pour A dans Gn. Voilà. Donc là, c'est une décomposition polaire où on a l'unicité. Et là, on va passer à une décomposition polaire où on n'a pas forcément l'unicité, mais on a l'existence. Mais c'est pour A appartenant à Mn de R. Voilà. Donc ça, dans un premier temps. Donc, on va montrer ceci, que A peut toujours se décomposer en O. Alors, O orthogonale, S symétrique, mais cette fois-ci positive, pas définie positive, sinon A serait inversible, forcément. Et bon, et on oublie l'unicité. Alors, la preuve déjà de ce premier point, il suffit de le montrer pour A n'appartenant pas à GLN, mais s'il n'appartient pas à GLN, alors ça revient à dire que 0 est valeur propre. Voilà. Donc maintenant, 0 est valeur propre, mais quand on regarde A plus 1 sur K IN, où IN c'est la matrice identité, eh bien, à partir d'un certain rang, j'affirme que ceci va être inversible. Parce que les valeurs propres de cette matrice-là, c'est les valeurs propres de A plus 1 sur K. Mais comme les valeurs propres de A, elles sont, on peut les voir comme des points du plan complexe, et donc et elles sont finies, donc c'est un ensemble discret, eh bien, à partir d'un certain rang, 1 sur K est suffisamment petit pour qu'on soit sûr que 0 ne soit pas valeur propre de ceci. Alors, je l'appelle AK. Bon, j'ai démontré donc au passage la densité de GLN de R dans Mn de R. Donc, j'appelle ça AK. Et comme c'est dans GLN, on peut assurer une décomposition polaire. AK égale OK fois SK. Voilà. Maintenant, OK,
est dans O de n, et SK est une matrice symétrique définie positive. OK étant dans O de n et O de n étant compact, eh bien, il existe une suite extraite qui converge. On a O indice IK, cette suite extraite, qui va converger vers un certain O, qui est bien sûr qui converge, comme par compacité, ça va converger dans ON. Alors maintenant, je vais prendre cette formule en remplaçant K par IK, et je vais inverser O, c'est-à-dire prendre sa transposée, hein, on le sait, et donc j'ai S indice IK égale transposée de OIK à IK, voilà, ce qui va faire que ici, tout converge, puisque A, K tend vers A, O, IK tend vers O, donc ici, ça va tendre, SIK va tendre vers S. Mais attention, hein, juste une remarque, c'est que S est symétrique, mais juste positive, pas définie positive. C'est-à-dire, pour chaque vecteur colonne X, SIK X, X, alors on prend un vecteur colonne différent de 0, est strictement positif, parce que SIK est dans Sn++, mais est définie positive, mais quand ça va tendre vers l'infini, ici, ça va nous donner que SXX est positif ou nul. D'accord? Parce que l'adhérence de R plus étoile, c'est R+. Donc tout ce qu'on peut affirmer, c'est que S, la limite, appartient à Sn+. Donc maintenant, on remplace ici K par IK, on fait tendre K vers l'infini, et ça nous fait bien A égale OS, comme annoncé. Alors maintenant, on va utiliser cette formule qui nous dit que A, ici, en norme, c'est égal à la norme de S, d'après ça, mais S est égal à PD P-1, c'est le théorème spectral, avec des diagonales, alors diagonales avec des éléments positifs sur la diagonale, positif ou nul, d'après ça. P appartient à ON, parce que ça fait partie du théorème spectral, c'est diagonalisable en base orthonormée, P-1 donc aussi, et donc ça fait qu'on ramène la norme de A à la norme de D. Bien. Donc maintenant, on s'intéresse à la norme de D. Alors, comme c'est la norme triple, ici, on va s'intéresser déjà à la norme euclidienne. On prend x sur la sphère, donc c'est un vecteur sur la sphère, et on regarde dx pour voir quelle est la norme. Donc on sait que cette norme-là, c'est le max de cette norme-là, quand x parcourt la sphère, unité. Donc ici, dx, si x, ses coordonnées, c'est x1 jusqu'à xn, et forcément, comme la base canonique de Rn est orthonormée, eh bien, ça va être somme de lambda i. Alors les lambda i, c'est la diagonale de D, donc la norme au carré, c'est la somme des lambda i, xi, le tout carré, forcément. Bon, ça, c'est la norme, c'est Pythagore, dans une base orthonormée. Donc ça, je peux mettre le plus grand des lambda i en facteur, c'est-à-dire ρ de d au carré. Et ici, il me reste une inégalité, et la somme des xi carré qui est égale à 1 par hypothèse. Voilà. Et ça, ça fait ρ de d au carré, mais ρ de d au carré, c'est aussi ρ de d carré, parce que D, c'est constitué que d'éléments positifs, donc le max, ça respecte le max, le carré respecte le max. Donc ici, on a ρ de D carré, qui est aussi ρ de P D de P-1, parce qu'on ne change pas le spectre par conjugaison. Ça, c'est par définition, quand on regarde la décomposition polaire, ça, c'est S au carré. Et S au carré dans la décomposition polaire. Alors évidemment, il faut connaître un petit peu les arcanes de la décomposition polaire, c'est A transposé A. Donc c'est bien ρ de A transposé A. Donc maintenant, ceci est inférieur à ça. Donc le max de ça est inférieur ou égal à ça. Donc ceci au carré est inférieur ou égal à ça. Mais c'est égal, parce que c'est évidemment atteint. Alors atteint pourquoi? Donc le max est atteint, ici, ça c'est atteint. Pourquoi? Pour x
le vecteur de la base canonique qui correspond au plus grand lambda i. Donc c'est le vecteur qui a un 1 pour un i et 0 pour les autres, et où lambda i est maximal. Et là, on va avoir l'égalité, évidemment. Donc, moralité, ça, c'est égal à ça, et ça, c'est égal, d'après cette formule, on a ça, hein, cette égalité, c'est égal à racine de ça. Donc, on a bien l'égalité voulue. Voilà, et on va essayer de passer à un autre exercice. Alors, on vient de voir un exercice qui utilisait un peu toutes ces choses-là, mais pas la décomposition QR. Voilà un exercice qui permet d'utiliser cette décomposition QR. D'abord, qu'est-ce qu'elle est, cette décomposition QR? Elle vient de la méthode de Gram-Schmidt. Donc, on est dans un espace réel, euclidien, donc Rn, euclidien, hein, par exemple, et on a une base, A1, AN. Voilà, n vecteurs de base. Voilà. Et on construit, à partir des AI, une base EI orthonormée. Et bon, il y a quand même pas 36 façons de la construire. Elle vérifie AJ pour tout J est égal à, alors ça c'est le produit scalaire, EJ AJ fois EJ, plus une somme de combinaisons linéaires des EK pour K strictement plus petit que J. Donc on va avoir une matrice de passage triangulaire. Et les coefficients, c'est EK AJ. Voilà. Qui sont d'ailleurs tels que EJ AJ est toujours strictement positif. Voilà. On pourrait trouver une base qui est orthonormée, triangulaire aussi par rapport au AJ, et où ceci aurait des signes différents. Mais il y a unicité si on impose ceci strictement positif. Voilà un peu l'histoire. Alors maintenant, à partir de là, il y a la façon... Alors ça, vous pouvez le voir dans les livres de licence, hein, Gram-Schmidt, c'est quand même très très souvent... voilà, ça manque pas, hein, il n'y a pas de pénurie de Gram-Schmidt. Après, il y a la version matricielle du Gram-Schmidt. Ça veut dire que A est dans GLN, ça veut dire qu'on a une matrice A dans GLN qui va être représentée par ces vecteurs-là en colonne, et A va s'écrire QR. Alors Q, ça va être la matrice des I de 1 à n en colonne aussi. Voilà. Et R, c'est une matrice triangulaire. D'accord? C'est la matrice EI, virgule, produit scalaire, EI AJ, que vous voyez ici. D'accord? Donc vous avez la deuxième colonne, par exemple, vous allez avoir E1 A2, E2 A2, puis après c'est que des zéros. Voilà. Donc c'est une matrice triangulaire. Ici, c'est que des positifs sur la diagonale, parce que c'est des EJ AJ, strictement positifs, évidemment. Et en fait, cette égalité ne fait qu'illustrer cette égalité pour tout J, de 1 à n. Voilà. C'est juste ça. C'est par définition du produit matriciel. Voilà. Bon, après, il faut s'en convaincre pour voir que ça fonctionne bien, que ça est équivalent à ça. Alors maintenant, à quoi sert cette décomposition QR en général? Je l'avais dit, QR peut servir pour résoudre des systèmes, parce que Q est facilement inversible, étant donné qu'elle est orthogonale, Q moins 1, c'est Q transposé, et R est facilement inversible, parce que vous voyez bien qu'elle est triangulaire. Maintenant, peut-être que la décomposition LU n'a pas besoin de termes quadratiques et elle est peut-être plus pratique pour inverser A. Mais celle-ci, voilà, faut pas bouder son plaisir. Elle sert, cette décomposition QR, surtout dans le cadre de la méthode QR pour trouver des approximations des valeurs propres de A. Alors ça, très, très célèbre. Alors maintenant, ici, dans l'exercice, une fois qu'on a établi ceci, eh bien, on peut, par exemple, prouver l'inégalité d'Adamard, donc la valeur absolue de det de A. Eh bien, finalement, regardez la valeur absolue de det de A, c'est la valeur absolue de det de Q fois la valeur absolue de det de R.
Mais la valeur absolue de det de Q, bah, c'est 1, puisque Q est orthogonal, donc le déterminant de Q c'est plus ou moins 1, et det de R est positive, et c'est le produit des EI, des EJ à J. Voilà, des EI à I. Voilà, donc c'est ce produit-là, voilà, tout simplement. Et on a l'inégalité de Cauchy-Schwarz, voilà, qui nous dit que la valeur absolue de ceci est inférieure à la norme de EI fois la norme de AI. Bon, mais la norme de EI c'est 1, la norme de AI ben, c'est la norme de AI. Donc ça nous fait, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, que ce produit-là est inférieur au produit des normes de AI. Et on obtient l'inégalité d'Adamard, qui nous dit que la valeur absolue du déterminant est inférieure ou égale au produit des normes de AI. En dimension 2, on sait que le déterminant de A en valeur absolue, c'est A1, norme de A1, norme de A2, fois le sinus de l'angle en valeur absolue que fait AI avec A1 avec A2. Donc, bon, on voit bien que c'est inférieur, parce que le sinus... Donc là l'inégalité d'Adamard est assez claire. Mais là, ici, ça nous fait une jolie inégalité qui s'interprète en termes de volume, puisque le déterminant, si on sait que c'est un volume, alors le déterminant, c'est le volume du parallélotope engendré par les AI, par les vecteurs AI. Et on voit bien que si le parallélotope est dégénéré, c'est-à-dire si les AI, ce n'est pas une base, bah, son volume est nul. Et évidemment, si ce n'est pas une base, bah, le déterminant de A est nul. Voilà. Donc, bah oui, donc le déterminant de A, c'est inférieur ou égal au produit des normes. Et maintenant, des côtés, évidemment. Et maintenant, on peut se poser la question, quel est le cas d'égalité dans l'inégalité d'Adamard? Eh bien, elle résulte tout simplement de l'égalité de Cauchy-Schwarz pour chaque I. Donc ici, bah oui, on a égalité, si et seulement si, on a égalité, étant donné qu'on a une inégalité à chaque étage pour tous les I, alors on va avoir une égalité que si et seulement si, on a égalité pour chaque I. Et là, le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz, c'est si AI et EI sont proportionnels. Quand c'est en valeur absolue, là, voilà. Donc ici, on a un cas proportionnel pour tout I. Mais ça veut dire que la base AI était orthogonale. Donc, conclusion, on a le cas d'égalité si seulement si la base de départ, qui constitue les colonnes de Cantor, est une base orthogonale. Voilà.